Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à l'un des débuts les plus connus et franchement les plus angoissants de toute la littérature. On va décortiquer ensemble le tout début du procès de Kafka, cette fameuse scène de l'arrestation de Joseph K. Une scène qui est tellement marquante qu'elle a fini par donner son nom à un adjectif kafkaïen. Et tout commence avec cette phrase. C'est simple, direct et ça pose immédiatement le décor. Dès la première ligne, le mystère est complet. Joseph K. est arrêté, mais on ne sait pas pourquoi. Et lui non plus d'ailleurs. Le mot calomnier nous fait tout de suite penser à une injustice, mais attention, ne vous attendez pas à des réponses claires. On entre dans un brouillard qui ne va jamais vraiment se dissiper. Alors, comment ça se passe? On retrouve K le matin de son 30e anniversaire. Il se réveille, mais ce n'est pas sa cuisinière qui lui apporte son petit déjeuner. Non, à la place, il y a deux inconnus dans sa chambre. Des gardiens qui sont là pour lui annoncer, comme si de rien n'était, qu'il est en état d'arrestation. Face à cette situation complètement absurde, le premier réflexe de K, c'est d'essayer de la faire rentrer dans des cases logiques. Il se dit « Ok, c'est une blague? Une farce de mes collègues pour mon anniversaire ?» Il essaie de rationaliser, de trouver une explication qui a du sens dans son monde à lui. Parce que pour l'instant, ça n'en a aucun. Et là, c'est son premier contact avec la logique complètement tordue de ce nouveau monde. Écoutez bien ce que dit le gardien. Il ne parle pas de preuves, d'enquête, non. Il dit que la loi est attirée par le délit. C'est presque magnétique. Le système ne cherche pas la faute, il est comme un aimant qui l'attire à lui. C'est une logique circulaire, terrifiante, et on sent déjà qu'il n'y a aucune échappatoire. Ce choc entre la logique normale de K et la logique absurde de ses accusateurs, eh bien c'est exactement ça, le kafkaïen. C'est ce sentiment d'être complètement impuissant, perdu dans un labyrinthe de règles qu'on ne comprend pas, face à une bureaucratie qui semble fonctionner selon ses propres lois secrètes. Et voilà le monde dans lequel K vient d'être projeté. On avance un peu. Kei rencontre ensuite le brigadier. Et il continue, Kei, il essaie encore de comprendre. Il veut connaître les règles du jeu, ce jeu étrange et angoissant dans lequel on l'a forcé à entrer. Alors, K, il pose des questions logiques. Qui m'accuse? C'est quoi cette autorité? Quels sont les faits reprochés? Des questions normales, quoi. Sauf que le brigadier, ça ne l'intéresse pas du tout. Il balaye tout ça d'un revers de main. Il ne répond à rien, et pire, il critique l'attitude de K. On ne parle pas du fond, du crime, on parle de la forme, de la manière dont K devrait se comporter face à l'accusation. C'est déjà complètement fou. Et là, on atteint un sommet. Cette phrase, elle est vertigineuse. Le brigadier lui reproche de clamer son innocence. Vous imaginez? Dans ce système, se défendre, c'est déjà suspect. Proclamer son innocence, ce n'est pas une preuve, non, c'est juste un bruit agaçant. Ça dérange le bon fonctionnement de la machine. L'innocence est un problème. L'histoire continue. Le dimanche d'après, K est convoqué pour ce qu'on appelle son premier interrogatoire. Il s'attend à un vrai tribunal, à quelque chose de formel, de sérieux. Évidemment, ce n'est pas du tout ça qu'il va trouver. On est à des années-lumière de l'image solennelle de la justice. Le tribunal, c'est en fait un grenier étouffant, bondé de gens, dans un vieil immeuble d'un quartier populaire. Il n'y a aucune dignité, aucune clarté. L'atmosphère est lourde, chaotique. En fait, c'est le reflet parfait de la justice qu'elle est censée représenter. Au début, en arrivant là-dedans, K croit voir une sorte de jeu politique. Il a l'impression qu'il y a deux factions dans la salle. Un groupe à gauche, silencieux, qui semble l'écouter, et un groupe à droite, beaucoup plus bruyant, qui l'interrompt et l'applaudit ironiquement. Il se dit qu'il peut peut-être retourner une partie de l'audience contre l'autre. Il essaie de jouer le jeu, de trouver des alliés, et c'est là qu'il se lance. C'est le point culminant de sa révolte. Il prend la parole et, avec une audace incroyable, il ne se contente pas de se défendre. Non, il l'attaque. Il dénonce toute l'organisation, il parle de corruption, d'absurdité, il met en accusation ses propres accusateurs devant tout le monde. Et puis, la douche froide. La révélation qui fait tout basculer. K remarque un petit détail. Sous leur veste, tous les gens dans la salle, ceux de gauche comme ceux de droite, portent exactement le même insigne. Il comprend alors. Il n'y a jamais eu de faction. Il n'y a pas de public. Ce sont tous des fonctionnaires. Le débat, les applaudissements, tout ça, ce n'était qu'une immense et sinistre mise en scène. Après cette parodie de justice, on pourrait se dire que Captain va finir en prison. Logique, non? Mais non. La logique de ce monde est bien plus perverse, bien plus subtile. Et voilà le paradoxe central de toute l'histoire. Le brigadier le dit lui-même. Vous êtes arrêté, oui, mais ça ne vous empêche pas d'aller au travail. Il est arrêté, mais il est libre de ses mouvements. Il doit continuer sa vie, son travail à la banque, tout en portant le poids invisible de cette procédure. L'arrestation, ce n'est pas une prison avec des murs, c'est une prison mentale qui s'infiltre et contamine chaque instant de sa vie. Et c'est la question fondamentale qui reste. Si on est arrêté, mais qu'on peut continuer sa vie,
Alors qu'est-ce que ça veut dire être arrêté? Pour Kafka, ce n'est pas un événement ponctuel, c'est un état permanent d'anxiété, de culpabilité présumée, qui plane au-dessus de tout. Et c'est ça l'essence même du cauchemar kafkaïen.